Tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Darcé-Migui à Madame la ministre de la Santé concernant l'inaction du gouvernement caquiste face à la hausse du taux de suicide chez nos jeunes. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes. Et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais juste revenir sur ma question d'hier et une des réactions de la ministre. Donc, je comprends bien, et ça a été démontré dans le rapport de l'INSPQ, que oui, le taux de suicide au Québec a diminué, même si nous sommes toujours à 3 suicides de trop par jour. Mais l'enjeu, c'était plus sur l'augmentation des tentatives de suicide qui ont augmenté, nous l'indique l'INSPQ. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est les filles en particulier de l'âge de 10 à 19 ans qui sont les plus touchées, donc qui ont la plus haute augmentation de visites aux urgences pour des tentatives suicides ou pour des idées suicidaires. Donc, à Montréal, nous sommes chanceux d'avoir 2 hôpitaux dédiés spécifiquement pour les jeunes. Donc, à l'hôpital Sainte-Justine, on a lu récemment que les ados arrivent souvent à l'urgence de Sainte-Justine parce qu'ils n'ont pas eu de service ailleurs après des mois d'attente. Donc, ils se sentent en situation de désespoir, ils ont essayé de cogner à des portes, ils se sont inscrits à des listes d'attente et toujours pas de service, toujours pas de réponse. Mais leurs enjeux sont si forts que d'eux-mêmes, ils vont aller à l'hôpital pour demander de l'aide parce qu'ils n'ont pas pu le trouver ailleurs. Donc, quand la ministre nous dit que les services sont là, clairement, les services ne sont pas là parce que sinon, ces jeunes auraient été traités et n'auraient pas besoin de se tourner vers les hôpitaux. À l'hôpital de Montréal pour les enfants, ils nous disent qu'il leur manque 4 pédopsychiatres pour répondre aux besoins et que souvent, par exemple, faute de place, certains jeunes doivent être hospitalisés temporairement dans d'autres départements de l'hôpital, tellement que les unités d'urgence en pédopsychiatrie sont débordées. Au centre hospitalité de l'Université de Laval dans la capitale nationale, ils disent vivre actuellement une pression importante, car le nombre de visites à l'urgence pour les moins de 18 ans a presque doublé en 10 ans. Mais avec toute cette détresse additionnelle, ne viennent pas les ressources additionnelles dont aurait besoin la population et les centres hospitaliers pour faire face à ces nombreuses tentatives et ces nombreuses expériences d'idées suicidaires par nos jeunes. Également, dans le rapport de l'INSPQ, on parle de la question de la disparité régionale également. Donc, il y a 6 régions au Québec dont les taux de suicide sont significativement supérieurs au reste de la province. À Nunavut, en Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, Mauricie et Centre du Québec, Estrie et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc oui, il y a une stratégie que le gouvernement a mis en place pour la prévention du suicide, mais qui doit être revue, car clairement, il y a des régions, il y a des populations qui sont plus à risque aujourd'hui qu'ils l'étaient auparavant. Donc, il faudrait recentrer les services et les ressources, justement, pour qu'ils puissent y avoir accès et qu'on puisse cibler les régions ou les populations qui sont les plus à risque et s'assurer qu'on accentue les services et les ressources qui leur sont offertes. Également, à Vaudreuil-sur-Roi, au Saint-Laurent, dernièrement, il y a eu la suppression de 6 postes de l'équipe de transitoire de services de santé mentale jeunesse. Donc, une équipe qui était là justement pour des jeunes qui ont dû être hospitalisés pour des raisons de santé mentale et qui leur aidait avec leur famille à faire la transition, à revenir à la vie normale, si on veut. Sans ces postes-là et sans ce programme-là, les professionnels locaux, ils ont peur de l'impact que ça va avoir sur ces jeunes-là, qui déjà, évidemment, ont des enjeux et ont été identifiés comme ceux qui auraient besoin. Je vais terminer avec 2 éléments. Plusieurs d'entre nous connaissant Tel Jeune, un outil important pour nos jeunes qui ont des enjeux de santé mentale, qui cherchent de l'aide. Tel Jeune a eu un record de 60 000 appels l'année passée, mais l'été dernier, au mois de juillet, ils ont dû faire des coupures à 2 de leurs programmes, parmi eux les ateliers dans les écoles et leurs services de clavardage, en raison de la fin de financement de la part de ce gouvernement. Donc,
On sait que de plus en plus, nos jeunes vivent de la détresse, que ce soit en raison des réseaux sociaux, des effets sur les écrans sur les jeunes, des réalités de l'intimidation à l'école, quoi que ce soit. Alors, on a clairement des données, des chiffres qui démontrent que nos jeunes vivent une détresse plus aiguë qu'auparavant, mais les services ne suivent pas. Donc, on demande au gouvernement de reconnaître les faits et reconnaître les données et mettre les services et les ressources au bon endroit pour s'assurer que nos jeunes ont l'aide dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Merci, Madame la députée de Darcy-McGee. Madame la ministre, je vous cède la parole et vous rappelle que vous avez 5 minutes. Oui, Monsieur le Président. Mais d'abord, très contente d'être ici en ce débat de fin de séance au sujet du suicide, en particulier le suicide chez les jeunes. Et j'aimerais qu'on se rappelle tous qu'on est vraiment au cœur de la 36e semaine de prévention du suicide. Et j'en profite pour remercier tous les intervenants qui travaillent en santé mentale dans nos établissements, mais aussi dans les différents organismes communautaires. J'en profite pour ressortir la petite épinglette qui nous rappelle que c'est important, puis qu'il y a une ligne téléphonique 1-866-APPEL et qu'il y a un site Internet suicide.ca. Puis, en fait, sur cette petite épinglette, on retrouve des mots qui sont fort importants. « T'es important pour moi ». Alors, je vais mettre la table en commençant comme ça, puis en disant que oui, j'ai consulté le rapport de l'INSPQ qui est ici. Je l'ai consulté. Et le taux de suicide est à son plus bas depuis les 20 dernières années. C'est ça que nous révèle le portrait qui a été fait par l'INSPQ. Alors, c'est un signal qui est positif. Mais en même temps, quand je vous dis ça, je suis consciente que tout n'est pas réglé. Alors, on a fait des avancées importantes au Québec. Il nous reste du travail à faire. La situation, dans le rapport, et ma collègue l'a mentionné, reste préoccupante, particulièrement chez nos jeunes. Le nombre d'adolescents de 10 à 14 ans hospitalisés pour une tentative de suicide, elle, est en hausse. Puis c'est un cri de détresse, en fait, qui nous appelle à redresser nos efforts. Et ça, c'est important. Je veux quand même juste aussi rappeler qu'on a investi dans une stratégie nationale de prévention du suicide. Alors, c'est plus de 65 millions qui ont été investis depuis 2022. Et il y a eu des effets. Et je veux quand même juste vous montrer, Monsieur le Président, ici, on voit, là, en avril 23, où on en était avec les listes d'attente pour les jeunes en santé mentale. C'était près de 4 500 jeunes qui étaient sur les listes d'attente. Bien, aujourd'hui, en janvier 26, on a réussi à réduire cette liste d'attente. Elle est encore trop forte. On devrait avoir une belle ligne à 0, c'est-à-dire pas de liste d'attente quand les jeunes demandent des services. Mais je veux quand même qu'on regarde qu'il y a eu des efforts importants. Puis c'est un message d'espoir au-delà de graphique que je veux vous montrer, qu'il y a de l'espoir qu'on va continuer d'améliorer nos façons de faire. Alors, je veux revenir sur les aires ouvertes. On a vraiment, mon prédécesseur a vraiment développé des projets d'envergure en santé mentale, précisément pour les jeunes. On a élargi le réseau des aires ouvertes. Ce sont des espaces qui sont pensés par et pour les jeunes de 12 à 25 ans, où on a une offre de services qui est gratuite, sans rendez-vous. On a maintenant plusieurs cliniques santé mentale, aires ouvertes, un peu partout au Québec, une quarantaine de points de service, donc dans presque toutes les régions du Québec. Et nous sommes en lien naturellement avec Santé Québec pour développer d'autres aires ouvertes. Alors, on va continuer d'être là. Concrètement, en 23-24, c'est 10 500 jeunes qui ont pu être rencontrés par un intervenant psychosocial ou un infirmier en CLSC. Alors, c'est beaucoup de jeunes qui ont eu besoin. Puis ça, c'est préoccupant. C'est préoccupant. On voit qu'il y a de la détresse psychologique et il faut donc continuer de miser sur nos aires ouvertes et sur le financement aussi des organismes qui interviennent au quotidien, 7 jours sur 7,
et dans certains cas 24 heures sur 24. Alors, ceci étant dit, il reste du travail à accomplir. On a tous un rôle à jouer. Il faut être attentif aux signes, écouter avec bienveillance et sans jugement des personnes qui très souvent ont l'impression d'être incompris et pas entendus. Alors, aujourd'hui, très heureuse d'être ici. J'en fais une priorité. La santé mentale et les jeunes, c'est important et il faut prévenir le suicide à tout prix. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Darcy-McGuire, votre réplique, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, justement, parlons des aires ouvertes. Les aires ouvertes, dont il y a plus de 20 sites, mais uniquement 3 psychologues. Même pas. En fait, c'est 2,8 psychologues disponibles à travers la province, ce qu'on a découvert avec nos demandes d'accès à l'information. De plus, il y a eu des postes qui ont été supprimés dans la dernière année par Santé Québec dans les aires ouvertes. Suite à ce que le ministre Carman, votre prédécesseur, avait dit que les compressions budgétaires ne toucheraient pas ces ressources. S'il y a des endroits où Santé Québec a coupé, je n'étais pas au courant, c'était un peu hors de mon contrôle. Quand même, c'est un projet que votre prédécesseur a mis sur pied et qui admet que lui voulait sauvegarder ces ressources-là, mais Santé Québec a choisi de couper et lui, il n'avait pas un mot à dire là-dessus. En tant que ministre, je trouve ça un petit peu spécial, honnêtement. Également, le ministre Carman avait annoncé l'ouverture de 90 nouvelles aires ouvertes sur 2 ans. Depuis, il y a eu une pause des ouvertures, des nouvelles, et même celles qui étaient en développement par Santé Québec. Également, et une des raisons que Santé Québec a mis de l'avant pour mettre la pause sur le développement et le déploiement des nouvelles aires ouvertes, c'est qu'elles étaient peu fréquentées. Donc, 40 millions récurrents en 2024-2025, 40 millions qui auraient pu engager énormément de psychologues, de psychiatres qui auraient pu être dispersés à travers la province pour offrir ces services-là, mais qui est dans les aires ouvertes. Et moi, j'ai été dans une conférence avec le ministre Carman à l'époque, où nous étions dans une salle avec des jeunes. C'était une conférence sur la santé mentale des jeunes. Il y avait à peu près 45 jeunes dans la salle. Le ministre a demandé combien de vous connaissez aires ouvertes. Il y a un jeune qui a levé la main. Donc, comme j'ai dit, Santé Québec a utilisé l'excuse que les aires ouvertes étaient peu fréquentées. Donc, la raison de ne pas seulement mettre la pause, mais ensuite de faire des suppressions chez les employés déjà dans les aires ouvertes. Nos jeunes ont besoin d'aide maintenant. Merci, Madame la députée de Darcy-McGuire. Alors, nous allons maintenant procéder au deuxième débat qui portera sur une question adressée par Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques à Madame la ministre de la Santé concernant le dossier de Lisette Perron. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame la ministre d'être présente cet après-midi pour terminer. Je souhaite poursuivre l'échange qu'on a concernant une situation bien spécifique, mais je suis très consciente qu'il y a plusieurs Québécoises et Québécois qui vivent la même situation. En fait, je sais, Madame la ministre, comment vous êtes ouverte, comment vous êtes sensible. Je vous ai entendu dans l'entrevue ce matin à Patrice Laglacé. Je reconnais ça. Ce que je veux que vous entendiez bien, c'est que les services de santé ont fait leur travail. Par le passé, Lisette a été accompagnée par un médecin de l'actuel, par la spécialiste en stomothérapie, par les gens de la rue des femmes, bref, Lisette est accompagnée et elle est tellement accompagnée que ce que Santé Québec lui offre depuis les dernières semaines, c'est de parler avec l'infirmière stomothérapeute. J'ai ici une lettre qui dit, voici le matériel dont elle a besoin, signé du 8 juillet l'an dernier. Faudrait qu'elle rencontre un médecin. J'ai ici une lettre du 31 janvier qui dit que Lisette a des besoins spécifiques pour sa stomie parce qu'elle a une réalité que le commun des mortels n'a pas. J'ai aussi une lettre qui parle des coûts qu'elle est appelée à être payée et de ce qui est accessible pour elle financièrement avec son nouveau budget de retraite. Monsieur le Président, je veux déposer ces documents parce que je les ai fait parvenir au ministère de la Santé au mois d'octobre, retourner au mois de décembre, et là, un moment donné, une fille s'attend, puis on dit, on va brasser la cage. En tout cas, c'est un peu ça l'idée. J'avais d'ailleurs parlé avec l'attaché
le conseiller politique, du bureau de la ministre. Mais elle a raison, j'ai pas eu le temps d'y parler personnellement. J'ai parlé à sa conseillère principale. Tout ça pour vous dire que la situation de Lisette, je vais vous l'expliquer dans le plus simple dénominateur commun. Quand une personne se retrouve à l'aide sociale, ça veut dire que sa situation va pas bien. Dans le cas de Lisette, on le sait, elle a été itinérante une bonne partie de sa vie. Fait que oui, elle a vécu de l'aide sociale et ensuite du revenu de base. Quand tu es à l'aide sociale, tu as droit à un carnet de santé. C'est comme ton assurance collective que collectivement les Québécois et Québécoises ont décidé de soutenir pour les personnes les plus démunies. Quand cette personne-là quitte l'aide sociale, donc elle ne reçoit plus aucun dollar de l'aide sociale, elle se retrouve à la pension de vieillesse, dans le cas lorsqu'elle atteint 65 ans, comme dans le cas de Lisette, et elle n'a plus accès à son assurance collective qu'est le carnet de santé. Alors, c'est à ce moment-là où là, la RAMQ dit « Ah non, nous, on rembourse juste un certain montant et le reste du montant, qui est 1200 1600 cucs par année, alors que Lisette, elle, a besoin de matériel, puis dans ce que je vous ai déposé, c'est bien détaillé, qui coûte 600 $ par mois. Alors, comment elle fait avec son revenu de retraite, qui n'a pas augmenté ben son aide sociale là, de 100 quelques dollars? Comment elle va faire pour payer le reste? Ben, la réponse, elle ne sera pas capable. Puis si elle n'est pas capable, ben ce que ça fait, c'est là que nos concitoyens, quand ils ne sont pas capables, puis d'ailleurs, pas moi qui ai une assurance collective du Parlement, là, moi je pourrais assumer ces frais-là. Comme ça, c'est vrai pour probablement tous les Québécois et Québécoises qui ont une assurance collective. Mais quand tu as été trop pauvre dans ta vie pour même avoir une assurance quelconque, ben c'est là que l'État joue son rôle avec le carnet santé. Alors, moi, ce que je souhaite, Madame la ministre, c'est pas que vous me répondiez que Santé Québec va y aller la semaine prochaine. Ils ont fait leur job. Il n'y a qu'une personne en cette Chambre qui a le pouvoir de dire cette situation-là, elle est inhumaine, et ça, vous l'avez déjà dit en ondes, fait que je suis certain que vous êtes prête à le répéter, mais il n'y a qu'une personne qui a le pouvoir discrétionnaire de faire en sorte que la vie de Lisette change, c'est vous, Madame la ministre. Alors, dans ce sens-là, pour moi, Santé Québec n'a pas ce pouvoir-là. La seule personne qui a le pouvoir, c'est la personne qui va donner les crédits à la RAMQ, qui, elle, va rembourser le matériel de stomie à Mme Perron. Alors, j'implore la ministre d'utiliser son pouvoir discrétionnaire, puis pour ce qui est de maintenir le carnet de santé à tous les pauvres, on s'en reparlera une autre fois. Merci, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Est-ce que j'ai le consentement pour le dépôt des documents? Consentement. Merci. Donc, j'en profite aussi pour rappeler qu'on passe toujours par la présidence pour les prises de parole. Je vous cède maintenant la parole, Madame la ministre, pour une durée de 5 minutes. Oui, Monsieur le Président. Bien, d'abord, j'ai eu l'occasion, justement, ce matin, d'en parler lors d'une entrevue avec Patrick Lagacé. Et ça me fait plaisir là, de pouvoir en discuter ici, donc avec ma collègue, et exprimer, en fait, je dirais un peu comment je pourrais dire, pas ma colère, mais une frustration par le fait que, encore au Québec, il y a des situations comme ça qui, malheureusement, doivent être remontées jusqu'au bureau de la ministre et ici même au Salon Rouge. Alors, je déplore cette situation, puis j'exprime toute ma sensibilité à Mme Perron, qui est une femme courageuse, qui est une battante. Puis quand on a une stomie, bien, ça demande beaucoup d'adaptation. C'est des enjeux à tous les niveaux. Alors, je m'explique mal comment on a pu se rendre dans une situation comme ça. Je suis très transparente, je l'ai dit. Alors, donc, pour moi, c'est inadmissible. Pas parce que je ne veux pas m'occuper de Mme Perron, c'est que je pense qu'à quelque part, il y a eu dans le système des failles qui n'ont pas bien compris la situation de Mme Perron.
Santé Québec s'est mobilisée, on me le confirme. La députée de Saint-Jacques vient de le mentionner aussi. Le CIUS Centre-Sud l'a contacté. Ils vont lui proposer différentes options. Alors, c'est important. On va quand même laisser, je comprends les lettres qui sont déposées, mais il y a quand même, de mon côté, une attente qu'il puisse l'aider et l'accompagner. Pas juste sur les soins de la stomie et les fournitures, mais sur le comment elle va pouvoir se payer ça, qui est un besoin de base, on comprend. Alors, mon équipe a parlé naturellement avec Santé Québec. Elle aurait, au moment où on se parle, du matériel en quantité suffisante, parce que ce matin, on laissait croire qu'elle n'avait pas le matériel, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, mais on s'est assuré qu'elle ait le matériel nécessaire. Mais ce qui est le plus important, c'est comment la RAMQ va considérer ce dossier-là aussi. Alors, c'est mon engagement. J'ai demandé qu'on respecte les étapes. Ce n'est pas moi comme ministre, naturellement, je n'ai pas cette compétence-là d'aller évaluer sa situation, mais j'ai le devoir, les rôles et les responsabilités de m'assurer qu'on trouve une solution. Alors, c'est là-dessus que je vais mettre mon attention, m'assurer que les personnes qui sont impliquées, les institutions qui sont impliquées dans cette situation-là puissent trouver une solution qui, je le répète, est importante, une question de dignité humaine ici. On ne devrait pas être ici en train de parler de la situation clinique de Mme Perron. Pas parce que je ne veux pas en parler, parce que, honnêtement, qu'on soit obligé de parler de la situation d'une dame au Salon Rouge, mais je pense que ça démontre là, qu'il y a eu vraiment des problématiques dans le suivi de cette personne-là. Je comprends qu'elle était sur l'aide sociale, qu'elle passe au niveau du régime de retraite. Il y a quand même habituellement une petite augmentation là, de 1 000, 1 500 $ par mois, mais ça ne sera pas suffisant pour payer tout l'appareillage. Alors, on va y aller par étapes. Et donc, moi, je vais m'assurer que le CIUS Centre-Sud, qui accompagne Madame actuellement, ainsi que Santé Québec, ainsi que la RAMQ, trouve une solution pour Madame Perron. Alors, voilà, c'est le suivi que je ferai et je souhaite qu'il n'y ait pas d'autres situations comme Madame Perron, puis qu'on puisse intervenir plus rapidement lorsque des situations comme ça surviennent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, je vous cède la parole pour votre réplique de 2 minutes. Je savais, Madame la ministre, que vous étiez sensible. Je pense comme infirmière, ça serait difficile de faire l'inverse. Mais je veux vous dire, quand vous dites « on va trouver la solution », l'enjeu, c'est que la solution est entre vos mains. C'est vous qui allez aller chercher des crédits au ministère de la Santé dans quelques semaines. Et les crédits au ministère de la Santé actuellement disent que la RAMQ ne rembourse que 1 600 quelques dollars par année pour les stomies. Alors, si les gens qui étaient pauvres avant et qui le sont encore n'ont pas un signal de votre part et des crédits de votre ministère pour dire à la RAMQ, RAMQ, tu rembourses ce que ces gens-là ont besoin parce que c'est nécessaire pour leur santé et leur dignité, ben ils ne bougeront pas. Je veux vous lire un petit extrait de ce que Santé Québec m'a fait parvenir. Vous n'allez pas en revenir, Madame la ministre. Monsieur le Président, j'ai reçu ça hier, suite au branle-bas de combat, comme on pourrait dire. Puis ça, dans le dernier typico, ça me dit une travailleuse sociale des services courants validera avec la patiente, si elle est correcte, bon, puis elle a le droit, et là, ils m'écrivent qu'elle bénéficie, de s'assurer qu'elle bénéficie de l'ensemble des subventions ou des déductions auxquelles elle a droit. OK. Il y a d'autres groupes qui l'ont fait avant, mais s'il y a une travailleuse sociale qui veut le faire, qu'elle le fasse. Et présentera des demandes de soutien financier aux fondations s'il y a lieu.
Ben moi, c'est là que je déchante, Monsieur le Président. Le système de santé publique pour lesquels mes parents et moi, je me suis battu toutes ces années-là, c'est pas pour que la charité revienne prendre la place quand des situations de nos concitoyens sont inacceptables, comme celle de Lisette. Alors, Madame la ministre, vous avez la solution. Je compte sur vous pour qu'au prochain crédit, la RAMQ ait l'argent nécessaire. Merci, Madame la députée. Voilà qui met fin au débat de fin de séance. Madame la leader adjointe du gouvernement. Oui, Monsieur le Président. Alors, je vous demande d'ajourner nos travaux au mardi 10 février 2026 à 10 heures. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. En conséquence, nous ajournons nos travaux au mardi 10 février 2026 à 10 heures.